Bonsoir. Donc ce soir, nous accueillons Madame Cristiana Mazzoni, qui est architecte et professeure de projet urbain à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg et qui va vous parler de la ville-parc à l'immeuble ouvert, à cour ouverte, vivre sur cour à Paris entre 1919 et 1939. Merci Madame Genier pour cette invitation, merci aux Archives de Paris et merci à vous d'être venus si nombreux. Ma conférence porte sur, ça a été déjà annoncé, l'architecture des immeubles d'habitation construits à Paris dans les années 1920 et 1930. L'angle d'attaque, l'angle par lequel vous présente ce thème, est celui du rapport de l'architecture à la ville. C'est-à-dire que j'essayerai de comprendre à travers une lecture des immeubles d'habitation qui ont été construits dans l'entre-deux-guerres, de comprendre quelle forme urbaine, comment se transforme Paris au moment où on réfléchit sur ces nouvelles formes d'habitation. Alors, à l'époque, on parle justement d'immeubles à cour, mais d'immeubles à cour ouverte. Et ce sont des immeubles qui, en quelque sorte, sont construits en opposition, mais on verra après, c'est une opposition qui, en même temps, définit une continuité avec les immeubles construits au cours du XIXe siècle et en particulier pendant l'époque haussmannienne. Alors, je tiens beaucoup à vous donner le cadre dans lequel j'ai mené cette étude il y a déjà 25 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce thème. Je venais d'arriver à Paris après des études à Venise, études d'architecture, et en fait, pour moi, c'était une très belle découverte. Paris du XXe siècle, Paris et l'habitation. Donc, le cadre dans lequel j'ai mené mon doctorat, c'est le doctorat des écoles d'architecture, encadré par Monique Eleb, qui est sociologue et qui a écrit de nombreux livres sur les immeubles d'habitation, mais aussi l'habitat, l'architecture domestique. En particulier l'invention de l'habitation moderne au XIXe siècle, et toujours d'un point de vue plutôt lié à l'habitat et à l'intérieur, aux espaces habités des appartements haussmanniens, pré-haussmanniens et post-haussmanniens. Et pour moi, mon regard était, disons, intrigué par ce qui était à l'interface entre ces espaces intérieurs, ces intérieurs habités et la ville. L'interface, c'est-à-dire ces seuils, ces entre-deux entre l'espace domestique et l'espace public, collectif, urbain. Voilà. Alors, mon étude, très vite, je l'ai plutôt recentrée sur la cour, sur ces espaces qui, en fin de compte, est un lieu en soi, est une architecture en soi, même si on parle du vide. C'est un entre-deux, donc on n'a pas très souvent parlé de la cour comme d'un type architectural. Et moi, j'ai essayé de l'analyser et de le travailler dans ce sens, comme si c'était en quelque sorte un espace qui me suggérait l'importance, presque comme une essence même de la ville et de l'habiter à une époque précise. Alors pourquoi cette approche, pourquoi cet intérêt, pourquoi avoir posé le regard justement sur cet entre-deux? Au fond, les Italiens avec lesquels j'ai travaillé à Venise, en particulier Aldo Rossi, c'est un architecte italien qui a beaucoup écrit dans les années 60 en particulier, et il a écrit un livre qui a été traduit dans plusieurs langues, et ce livre s'intitule L'architecture de la ville. Et dans cette approche qu'il met en avant, il considère l'architecture, il considère tous ces éléments qui font partie, comme dit Aldo Rossi, des gènes de la ville. Et pour moi, la cour, et surtout dans la tradition italienne, dans la tradition occidentale, la cour a
une portée, une signification très importante, à la fois dans l'habitat et dans la ville, comme espace où on veut montrer un statut social, en particulier dans les palais italiens, un espace qui est théâtralisé, un espace qui a une signification, comme je disais tout à l'heure, très importante pour l'habitat et pour la ville. Donc voilà le cadre dans lequel j'ai mené il y a 25 ans mes premiers pas pour la découverte de Paris des années 20 et 30, parce que pour moi, l'habitat à ce moment-là était à un tournant. L'habitat urbain était très intéressant à étudier du point de vue vraiment du rapport à la ville. Donc c'est pour ça que je me suis focalisée sur ces années-là. Et pourquoi très vite j'ai recentré le regard sur la cour, et en particulier pour moi la question n'était pas de rester uniquement sur les années 1920 et 1930, mais toujours sur la droite ligne, toujours avec le souvenir de ces architectes italiens avec qui j'avais travaillé, de travailler sur l'avant et l'après. Donc ici, je vous parlerai donc du prologue avant l'acte 1 et l'acte 2 et de l'épilogue. Donc pour moi, le prologue était très important, c'est-à-dire que dans les années 1920-1930, on n'a pas construit des immeubles à cour ouverte de façon complètement indépendante par rapport à une pensée sur l'urbain qui s'est développée au cours du 19e siècle. Au cours du 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? Paris émerge comme un modèle de métropole moderne, comme un modèle pris, vraiment regardé de près par les nouveaux urbanistes qui ont une tâche très importante, celle de définir une nouvelle discipline, donc le rapport de l'architecture à la ville, mais aussi le rapport des formes d'habiter, des formes sociales qui s'expriment dans la ville. Donc les premiers urbanistes, ce sont des économistes, des sociologues, des géographes. Et au fond, ces études qui regardent, ces études des Allemands, des urbanistes allemands ou des urbanistes italiens, qui regardent Paris, mettent en avant des éléments très intéressants. Alors, Paris est un modèle, bien sûr. Haussmann, avec vous voyez en premier plan la percée de la rue de Rennes, on sent la croisée entre la rue de Rennes et boulevard Raspail. Sur le fond, le Louvre, les Tuileries, on voit l'importance de cette organisation urbaine qui a rendu Paris un modèle à partir vraiment du début du 19e siècle. Cette transformation qui a lieu au moment à l'époque rambutéenne, le préfet de la Seine, Rambuteau, commence déjà à définir les premiers plans les premiers percements, et Haussmann poursuit dans cette logique de reconstruire, à partir de ces percées dans la ville, de réorganiser l'ensemble des îlots, l'ensemble des voies de circulation comme un système. Ce qui est critiqué en parallèle de ce système est que, en fait, on met en avant beaucoup de frontières. En fait, c'est une ville qui est compacte, très très compacte, beaucoup trop minérale. Alors, les urbanistes allemands parlent, par exemple, de Berlin comme das Steinerne Berlin, das Steinerne Berlin, la Berlin de pierre. Mais ce qui est critiqué de Paris aussi, c'est que elle est en train de devenir une ville qui suffoque sous ces pierres, une ville qui n'a plus d'air et de lumière parce que on densifie trop les îlots et les intérieurs d'îlots. Donc tout ce qui est l'espace public est pris comme un modèle de organisation urbaine, de vie publique et d'échange
important entre les individus et surtout aussi comme espace du paraître, espace théâtralisé. L'une des avenues les plus montrées, les plus aussi citées dans les traités d'urbanisme est l'avenue de l'Opéra, avec cette mise en scène et cette perspective très belle dans les deux sens. Et en fait, on sent et on voit dans ces images comment cette ligne droite de la rue, du boulevard, de l'avenue, prime sur les perspectives latérales à l'intérieur d'îlots, les perspectives, les fuites ou les porosités à l'intérieur des îlots. Alors ces îlots haussmanniens et ces immeubles haussmanniens ont été construits pour assainir Paris et ont été construits à la place de ces formes d'habitat plutôt moyenâgeuses qui offraient un cadre considéré comme insalubre. Les cas de tuberculose étaient très importants et pas seulement dans le Paris moyenâgeux. En fait, il s'agissait d'inventer des nouveaux types d'habitats qui correspondaient aux critères et au mode de vie de la bourgeoisie et qui permettaient de réorganiser les îlots et les rues et les boulevards en fonction de ces nouvelles perspectives urbaines. Avec un fond, vous voyez sur cette image la codification des façade est très importante. Il y a un alignement strict sur la rue. On ne peut pas déroger à cet alignement. Tous les immeubles sont strictement alignés les uns aux autres avec un socle, l'étage noble qui est plutôt à partir du 3e, donc 2 étages nobles, 3e et 4e, avec des pièces qui sont les pièces de réception, les pièces plus de la partie publique de l'espace domestique, et après les pièces intimes et les pièces des services sont sur les cours. Et vous voyez dans ces distributions qui sont très codifiées, on a les immeubles de premier, deuxième, troisième ordre, et en fonction de la construction à l'intérieur d'îlots, on a aussi une hiérarchie sociale très importante. Donc très vite, ces modèles, ces types d'immeubles, ces modèles d'îlots et cette forme urbaine est critiquée par les urbanistes. Ces urbanistes même qui mettent en avant Paris comme modèle de ville, métropole moderne et efficace de point de vue des circulations, mais en même temps, c'est une métropole qui n'offre pas un cadre de vie qui est adéquat aux nouvelles valeurs qui sont celles qui commencent à prendre pied aussi liées à la santé et à l'organisation d'une vie domestique qui doit intégrer des principes d'hygiène liés à l'air et la lumière. Alors, il ne s'agit pas que vous connaissez très bien votre ville, donc il ne s'agit pas de construire 1, 2, 10 îlots de ce type. Paris, à l'époque, dans Paris, des vastes terrains et aussi des vastes quartiers sont construits à partir de ces principes. Et là, on a en premier plan la gare Saint-Lazare, tout le quartier de l'Opéra, et c'est l'un des plus denses de Paris, dans lequel ces îlots renferment ces cours qui sont fermés, qui sont des cours de service et qui sont elles-mêmes aussi regroupées en différentes catégories jusqu'à la cour de 5 mètres carrés qui ne sert qu'à aérer les parties, les WC par exemple. Donc il y a une codification et une densification des espaces qui est excessive, avec ces frontières entre l'espace public
urbain et l'espace domestique qui sont critiqués. Mais les frontières sont aussi à la limite de la ville. C'est-à-dire que il y a la barrière la plus importante qui est celle des bastions fortifiés, qui est construite à partir de la deuxième moitié à partir du milieu du 19e siècle, pour des raisons de défense, mais au fond n'a jamais vraiment servi. Et Paris, c'est la ville qui construit ces bastions fortifiés au moment où les autres villes les détruisent. Au moment où les autres villes créent des promenades, des boulevards, des espaces ouverts et qui intègrent des parcs, des jardins aux limites de la ville. Et donc la ville s'ouvre vers la périphérie. Les villes, par exemple Berlin met en place tout un système de circulation très efficace, intéressante et aussi en lien avec ces promenades urbaines dans un système de parcs et jardins, accompagné aussi de tout un système de trains urbains. Après, on les appellera le système métropolitain, le métro. Un métro aérien que à Paris arrivera beaucoup plus tard. Donc, ces limites à franchir sont très, très importantes, même si la ville est perçue comme un véritable modèle pour la qualité de son espace public, pour la qualité de ses architectures, pour la beauté de ses monuments. En même temps, elle met en place des éléments qui sont des freins par rapport à la modernité perçue par les urbanistes et les architectes de l'époque, mais pas seulement les urbanistes et les architectes. Le passage à la ville moderne, le passage à Paris, le Paris des années 1920 et 1930 se fait graduellement. C'est fait à partir d'idées qui naissent au cours du 19e siècle et qui sont portées par des institutions comme le musée social, par exemple, c'est-à-dire une association de urbanistes, historiens, économistes qui essayent de réfléchir sur la possible évolution, sur l'évolution possible de l'espace urbain en lien avec les formes d'habitat et surtout en lien avec la réforme de l'habitat. Parce qu'au 19e siècle, les images qu'on a vues sont liées à une hiérarchie très forte de l'habitat, pour la plupart centrée sur les modes de vie bourgeois, qui intègrent dans ces îlots et dans ces immeubles de rapport les classes qui sont des classes, les gens qui viennent au service chez eux et qui habitent les chambres de bonne ou qui habitent des immeubles qui leur sont destinés, des immeubles, on les appelle placards, au cœur des îlots, là où la densité est maximale. Donc il n'y a pas vraiment une réflexion sur l'organisation d'un habitat, entre guillemets, plus salubre pour les classes. À l'époque, on les appelle les classes travailleuses, pour les ouvriers qui, avec le développement de l'industrialisation, se rapprochent de plus en plus des villes et sont, jusqu'à la fin du 19e siècle, assez mal organisés pour ce qui concerne l'habitat et aussi les modes de vie qui s'organisent en fonction de l'habitat, les pratiques et modes de vie qui s'organisent en fonction de leur habitat. Alors, quelles sont les idées qui commencent à naître au début du XXe siècle et qui permettent de arriver à définir un nouveau type d'immeuble qui sera destiné à la fois à la classe bourgeoise et à la classe ouvrière, aux classes moins aisées.
Alors, les premières idées concernent, et ça vient du musée social, ça vient de ces urbanistes, entre guillemets urbanistes, parce que l'urbanisme n'est pas encore défini véritablement comme une discipline, ni comme un métier. Donc, ce sont ces représentants des institutions parisiennes comme le musée social ou les techniciens de la municipalité plus tard, qui prennent en charge la question de l'assainissement de l'habitat d'un côté, de la transformation des types d'habitation et des nouvelles formes urbaines qui sont entrelacées au type d'habitat. Eugène Hénard fait partie de ces urbanistes, entre guillemets, du musée social, de ces progressistes réformateurs du musée social. Et à partir de 1902, mais à la suite de débats et des études qui ont été menées déjà dès la fin du 19e siècle, il commence à dessiner des nouveaux types de boulevards, des nouveaux types d'habitats qui sont plus ouverts sur l'espace public. Donc, il commence à rompre cette linéarité et ces frontières qu'on a vues très présentes dans l'habitat haussmannien. Si on regarde la distribution de ces, ils les appellent les immeubles à rédents, ANS, et je souligne ANS parce que 20 ans après, Le Corbusier reprendra ces termes en changeant l'écriture de ce terme. Et pardon. Tout d'un coup, ça marche mieux. Oui. Alors, ces boulevards à rédents ou ces immeubles à rédents sont des immeubles, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, par exemple ici, qui offrent une traversée de rue à rue, c'est-à-dire qu'il y a des porches, des passages, tout un système de dispositifs qui permet de rompre ces frontières, d'ouvrir des perspectives, de créer dans la ville des nouvelles liaisons, de nouveaux fonds de scène, de nouvelles porosités, on les appellerait aujourd'hui, pour rentrer dans les cours. Alors ici, on passe d'une rue à l'autre et on accède aux étages supérieurs. Là, cette cour, elle est organisée avec des cafés et des restaurants de façon à ce que l'espace public et ces jardins qui s'inscrivent dans les bâtiments soient des lieux fréquentés le jour ou le soir par les Parisiens. Donc là, il y a cette proposition qui vient au tout début du siècle et qui lie, comme vous voyez bien, le type architectural, la réflexion sur l'immeuble à la réflexion sur l'espace de la rue, mais en même temps, c'est aussi une réflexion sur la ville et la transformation de toute la ceinture du boulevard qui doit être prise en compte. Donc pour Hénard, cette porosité est importante. Elle est importante qu'elle soit là à la fois à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle de la rue, mais aussi à l'échelle de la ville tout entière. 20 ans plus tard, Le Corbusier, toujours pour Paris, propose un projet de rue à rédents. Alors comme il doit être vraiment différent des autres et tranché par rapport à une tradition, il écrit rédents différemment, mais il apporte aussi une nouvelle échelle. Ces bâtiments ne sont plus sur la droite ligne, ne sont plus, disons, dans la continuité des immeubles haussmanniens, mais il propose les immeubles à rédents de Le Corbusier sont des nouvelles barres ou des tours qui s'entrelacent et qui s'organisent autour de cours ouvertes. Alors pour ces cours ouvertes, Le Corbusier prend comme exemple le parc Monceau. Il dit le sol de Paris doit se transformer. Et au fond,
tout le sol de Paris doit devenir un parc, à l'image du parc Monceau. Et cette image de la ville-parc qu'il exprime dans son livre Urbanisme est très puissante et très importante. Et elle sera reprise après dans les débats sur la construction de nouveaux îlots dans la périphérie de Paris. Mais dans son livre, il donne aussi la photo de Parc Monceau en disant c'est cette idée d'une promenade continue entre les boulevards, entre les rues, et cette réorganisation des espaces au pied des immeubles qui est très importante. Alors là, ce sont des images assez radicales de Le Corbusier, qui est l'un, disons, des épigones de l'architecture moderne du début du XXe siècle, et pas seulement du début du XXe siècle. Et en fait, toutes ces nouvelles propositions qu'il fait, il essaye de les adapter et de les intégrer dans le tissu parisien à travers ces plans qu'il propose, qu'il expose au pavillon de l'Esprit Nouveau en 1925, donc aux expositions universelles. Les expositions universelles, dès la deuxième moitié du XXe siècle, deviennent vraiment des lieux de débat sur l'évolution de la forme urbaine et à partir des nouvelles formes architecturales. Et là, c'est une proposition vraiment très radicale où la rue de Rivoli intègre dans sa croisée l'axe est-ouest et nord-sud, intègre toute cette transformation des îlots, cette nouvelle échelle des immeubles qui tranche complètement par rapport au type des immeubles haussmanniens. En fait, ces idées sont assez communes, sont assez répandues. Il y a tout un groupe d'architectes qui, à partir des années 1920, publient dans les revues spécialisées et qui prennent comme modèle cette question de l'ouverture de l'îlot. Alors là, le dessin d'André Lursa, qui est un architecte contemporain de Le Corbusier, en 1929, quand il dessine ces nouveaux îlots, l'échelle est plus ou moins la même de celle qu'on a vue avant, mais des 4 îlots haussmanniens qu'on a vus regroupés entre eux. Et là, un seul îlot forme une unité avec cette possibilité de la traversée de l'espace central. Alors, c'est une traversée organisée pour les nouvelles formes de circulation. Les piétons sont à un niveau différent des voitures qui commencent à circuler. Et l'espace vert se situe encore à un autre niveau. Alors, je ne sais pas si j'ai une image qui montre cette question de la superposition des différents sols. Les circulations organisées par le rail sont souterraines, et après la circulation automobile est à un niveau et les piétons sont encore à un autre niveau, et les immeubles intègrent cette idée d'ouverture aussi de grandes terrasses sur l'espace public ou sur la périphérie urbaine. Tous ces exemples et ces idées concernent la périphérie de Paris, ne concernent pas encore le centre de Paris. Je reviendrai tout à l'heure sur les réalisations qui concernent plutôt le centre parisien. Toujours dans ces revues spécialisées, les architectes publient d'autres exemples et d'autres propositions. Celle-ci me semble très intéressante. Henri Descamps, en 1928, propose pour l'ouest de Paris, on est
dans l'axe est-ouest. À partir, vous voyez, l'étoile se dessine très bien dans le tissu dense parisien, et après, au-delà de la limite administrative de Paris, dans la périphérie ouest, ces nouveaux îlots qui forment à leur intérieur un grand parc sur la base de l'exemple donné par Le Corbusier. On le voit très bien ici, comment ça se distribue l'habitat. Donc, l'habitat est sur la limite extérieure de l'îlot, laisse des brèches, laisse des espaces de promenade et d'ouverture vers l'intérieur d'îlot. Tout le secteur, tout le quartier est organisé de façon extrêmement géométrique et rationnelle, tandis que ces îlots et ces parcs à l'intérieur de ces terrains, eux, ils accueillent un dessin et des parcours qui ne sont pas rigides, qui ne sont pas organisés suivant une maille géométrique, mais sont beaucoup plus libres. Donc il y a cette volonté de travailler l'ouverture, travailler la forme urbaine à partir de critères qui sont ceux de la ville classique, l'alignement, des perspectives linéaires, mais en même temps, il y a la volonté de rupture, une rupture qui peut être radicale pour l'échelle des immeubles. Henri Descamps propose aussi des tours, déjà en 1928 pour Paris. Et Henri Sauvage propose des immeubles à gradins. Des immeubles à gradins, on verra tout à l'heure des exemples réalisés. Là, cet exemple montre l'organisation de plusieurs immeubles à gradins avec des galeries internes pour la circulation automobile, et tous les espaces extérieurs sont organisés pour la circulation piétonne à différents niveaux, et tous ces espaces accueillent aussi des parcs et des squares, des jardins. En même temps, et sur l'exemple de ce qui se construit à Berlin en particulier, et dans des villes allemandes comme Francfort, la périphérie de Paris accueille, en effet, à partir de ces idées, des nouvelles cités-jardins ou quartiers-jardins qui sont organisés avec, et à partir de cette idée de intégrer la végétation, intégrer cette idée de ville-parc, intégrer la question de nouvelles perspectives dessinées par l'architecture, mais en même temps intégrant l'idée de la forme urbaine. Et là, l'exemple de la cité jardin de Châtenay-Malabry est très intéressant. Bassompierre, Desrutes et Servin construisent beaucoup dans Paris même et en périphérie, en mettant en avant ces nouveaux critères de distribution de l'habitat, avec ces perspectives et angles ou ces rencontres des corps de bâtiments qui font que on retrouve une certaine hiérarchie et une certaine forme au dessin classique de l'espace. Un autre exemple très intéressant est celui de la cité de la Muette à Drancy, des architectes Baudouin et Lotz, 1933. Là aussi, il y a une étude très intéressante de l'association de nouvelles formes d'habitat, l'immeuble à tour, des immeubles linéaires qui, ou des bars, plus tard on les appelle les bars, qui s'organisent entre elles de façon à former des espaces d'accessibilité aux cages d'escalier et des espaces plus isolés pour le jeu des enfants.
Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire de cette, qui est très connue, de cette cité-jardin. Je tiens uniquement à souligner que, au fond, ces nouvelles formes d'habitat et ces nouvelles formes urbaines qui sont construites à la périphérie de Paris, au fond, ne permettent pas de faire système, ne permettent pas de trouver pour Paris une nouvelle forme urbaine comme pour Berlin, par exemple. Berlin réussit avec la construction de ces Siedlungen, c'est-à-dire ces cités-jardins, quartiers-jardins, ces groupes ces quartiers d'habitation, réussit à définir une nouvelle organisation urbaine à travers un système intéressant de circulation par le rail. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas cette limite entre le centre dense et cette limite marquée, ou cette frontière infranchissable. Il y a toute une organisation de la mobilité et des déplacements et des circulations qui font que l'habitat à Londres comme à Berlin est beaucoup plus intégré dans un système qui fait, alors on parle à l'époque de Groß Berlin. Grand Paris n'est pas présent et n'est pas dessiné par ces quartiers d'habitation. Vous voyez comment ils sont parachutés en fait dans une structure urbaine qui n'est pas encore définie et qui ne le sera pas jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, au fond, ces idées et ces quelques réalisations concernant une forme urbaine nouvelle pour Paris n'auront pas un impact très important et très fort dans le dessin d'une métropole moderne. Paris, ville moderne, ne se dessine pas avec sa banlieue. En fait, on continue à parler de banlieue à l'époque. Ce sont les lieux bannis de la ville. Ce n'est pas un grand Paris qui s'organise comme le Grand Berlin est en train de s'organiser à l'époque. Donc l'image donnée par Le Corbusier d'une ville ouverte, d'une ville aérée, d'une ville assainie, d'une ville qui ne suffoque pas sous ses pierres, rappelle ces autres images alors là j'ai fait référence à quelques grandes théories d'urbanisme qui circulent en Europe, de Berlin à Londres. Là, on est à Berlin avec le projet de Hilbersheimer pour la ville verticale, avec cette séparation des parcours. Donc, ce sont toujours les mêmes idées qui circulent et qui s'adaptent, et surtout dans les Siedlungen allemandes. Alors là, on est à Francfort avec cet exemple d'habitat social et d'habitat organisé autour des espaces, ces seuils et ces espaces verts qui organisent les quartiers. Pour Amsterdam aussi, le grand Amsterdam, ou la ville qui s'ouvre et qui se dessine vers le sud, par exemple, Rotterdam, avec ces nouvelles formes d'habitation qui s'ouvrent et en même temps offre des parcours à l'intérieur très intéressants, là organisés par des coursives. Donc je parlais tout à l'heure de porches, passages, squares, jardins à l'intérieur, et là des immeubles à gradins, et là aussi un dispositif très intéressant est celui de la coursive, mais une coursive qui ne soit pas trop étroite, une coursive qui soit en quelque sorte ce parcours aérien
qui était présent dans certains projets progressistes, certains projets radicaux pour Paris. Et en effet, dans ces habitations aux Pays-Bas, ces idées ont pu être réalisées. Et l'un des exemples les plus intéressants est celui et le plus radical, disons, est celui de Vienne, les Höfe de Vienne, ces immeubles à cour, à grande cour, en cœur du lot à Vienne, organisés au cours de la période socialiste, qui deviennent des véritables monuments à l'habitat ouvrier, à l'habitat repensé pour les classes moins aisées, qui ont leurs espaces de jeu, leurs espaces d'organisation de la vie autour de l'habitat. Mais au fond, ces discours qui concernent la transformation de l'espace urbain et la transformation de l'immeuble est un discours aussi très moraliste, et on le verra à partir de l'analyse des exemples et des réalisations qui ont eu lieu à Paris au cours des années 1920-1930. Parce que, au fond, à partir de ces idées et de ces quelques modèles construits dans la banlieue et construits aussi dans ces villes européennes, Paris mène une politique avec ses nouvelles institutions, une politique, alors Paris intramuros, là on est vraiment dans Paris intramuros, une politique de invention d'un nouveau type d'habitat, à partir de l'idée que la ville doit s'ouvrir sur l'extérieur, doit s'ouvrir, donc à partir de 1919, est votée la loi de déclassement des fortifications. Les fortifications commencent à être, les bastions commencent à être dérasés, et cette image est très connue. On organise l'ouverture de Paris vers l'extérieur à partir d'une nouvelle ceinture de boulevard, à partir d'une nouvelle ceinture d'immeubles à cour ouverte et d'espaces plutôt destinés à des équipements sportifs ou équipements verts qui organisent le lien et l'ouverture vers la périphérie immédiate. Les terrains libres sont non seulement les terrains des bastions de Paris, cette ceinture qui, à partir de 1919, peut commencer à être dérasée. Ce sont aussi des îlots définis comme, entre guillemets, insalubres, des îlots où la qualité de l'habitat est vraiment très laisse à désirer. Ce sont encore des îlots qui n'ont pas été touchés au cours de la période haussmannienne, donc avec un habitat moyenâgeux ou construit au cours de l'histoire, mais qui, au fond, présente des dimensions, à la fois des pièces à l'intérieur des habitations et une dimension des rues qui ne convient pas. Et dans ces îlots, on commence à proposer ces nouvelles formes d'immeubles à cour que vous voyez dans l'image en bas à droite, qui sont celles qui avaient été proposées par Hénard au début du XXe siècle, 1902, mais aussi ce sont des formes d'immeubles qui ont été étudiées par les philanthropes, par ces progressistes réformateurs, mais ce sont des industriels qui font partie des associations aussi des urbanistes français, du musée social, et qui essayent de définir, à partir du début du XXe siècle, pour Paris, cet habitat à cour ouverte pour les ouvriers. Et
de façon à ce qu'il y ait aussi une volonté de moralisation par le haut de la classe ouvrière à travers les différents dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, le porche ou l'entrée sur la cour qui est constamment contrôlée par le concierge au niveau des entrées et des sorties et surtout le soir. Cette visibilité qu'on a depuis la cour sur l'ensemble des pièces d'habitat permet aux constructeurs, permet à ces fondations philanthropiques, alors les fondations Lebaudy, la fondation Rothschild, la fondation Groupe de Maisons Ouvrières, qui se penchent sur la question de l'habitat ouvrier. Tous ces nouveaux projets permettent de mettre en place des dispositifs de contrôle des pratiques et des modes de vie des ouvriers. Et c'est très efficace. En effet, les études, en ayant travaillé avec, c'est assez troublant, avec Monique Leb, qui est sociologue, qui a fait beaucoup d'analyses concernant cette politique de moralisation des classes ouvrières. C'est intéressant de voir comment des dispositifs architecturaux et des dispositifs urbains peuvent être mis en place justement pour contrôler et imposer des modes de vie et des pratiques aux ouvriers. En ces mêmes années, donc on est avant la Première Guerre mondiale, au cours des années 10, sont créées des sociétés d'immeubles à bon marché, des sociétés qui visent la construction à plus large échelle, à plus grande échelle, d'habitations destinées aux classes les moins aisées. Et à partir de ces exemples des années 10, sont mis en place des critères et des normes qui seront très importants et qui auront beaucoup de diffusion dans l'entre-deux-guerres. Les règles qui sont les plus strictes sont celles de l'aération de toutes les pièces de l'habitation, y compris la cage d'escalier. D'où cette typologie d'immeubles à raidan ou d'immeubles en dôme de peigne qui est assez courante à l'époque, à partir des années 1910. Et vous la voyez, par exemple, au rue de Belleville, avec cet exemple très beau d'immeuble en briques qui reprend en quelque sorte l'ordonnancement classique des immeubles du 19e siècle, avec ce socle sur lequel s'appuient les étages nobles et après un étage dactique qui clôt le dessin de façade et qui forme une sorte de corniche. Donc ces principes sont déduits et sont issus des formes des immeubles des rapports du 19e siècle, mais en même temps, la typologie est complètement transformée autour de cette cour qui est une cour ouverte, une cour bien sûr de contrôle des modes de vie et des pratiques, mais en même temps une cour qui permet une ouverture sur la ville et le développement d'une nouvelle forme urbaine. Alors il y a, à partir des années 1910, énormément d'exemples dans des parcelles de petite taille ou de taille plus importante et qui en fait montrent comment la ville de Paris met en place petit à petit tout un système de règles qui concerne à la fois la distribution interne des logements et le dessin de façade, le rapport des immeubles à la ville, un ensemble de règles qui définissent
des espaces et des architectures de qualité. Alors les espaces en tant que tels, les cours en tant que tels ont cette capacité à accueillir la végétation, et les façades sont dessinées pour la plupart en briques colorées, en faïence, en émail, avec pour les étages, donc là c'est les passages, les étages supérieurs aussi, l'idée d'inscrire des ateliers d'artistes. Alors là, on est plutôt dans le type de logement qui s'adresse aux classes un peu plus aisées parmi les ouvriers, et des logements qui intègrent aussi des salons, non pas seulement l'espace chambre, cuisine et espace de toilette, mais qui intègre l'espace de travail, une sorte d'espace de travail à l'intérieur de l'habitat. Donc, et là à nouveau la question du gradin dans l'exemple de la rue des Amiraux, qui est une piscine publique voulue par la ville de Paris, avec un ensemble de logements sociaux, logements aidés tout autour, qui s'organisent en gradins. Et la question des gradins, avec cette question aussi de la cage d'escalier à l'air libre et qui forme de redans à l'intérieur de l'îlot, c'est un deuxième dispositif très intéressant qui se diffuse à l'époque. Alors très vite, je vais vous montrer quelques exemples d'immeubles de rapport. Au fond, toutes ces idées qui concernent les grands îlots ou des systèmes à mettre en place pour la classe ouvrière influencent aussi les immeubles plus cossus, les immeubles luxueux, dans le 15e arrondissement en particulier, boulevard Raspail, là on est dans le 16e, assez tôt, 1902. En même temps que Hénard propose les boulevards Redan, cet architecte qui est connu par ces immeubles en structure béton armé, Auguste Perret, propose ce petit immeuble avec ce redans, cette ouverture des pièces autour d'une cour à terrasse, cour terrasse surélevée, qui rappelle ces volontés d'ouverture au nouveau dessin des façades sur la rue. Donc très vite, toujours dans le 16e arrondissement, et un immeuble très riche, rue Renlag. Quand je dis très riche, c'est que les appartements arrivent jusqu'à 300 mètres carrés. Donc il y a une organisation des pièces de réception, des enfilades qui sont en lien avec la tradition des immeubles haussmanniens, des très beaux immeubles haussmanniens, autour de ces cours qui sont des cours jardins, des cours terrasses, des cours qui intègrent des dispositifs très intéressants pour que on puisse avoir cette nouvelle perception de l'intérieur d'îlot. Alors, au fond, qu'il s'agisse de cours ouvertes sur la rue ou de cours fermées, qu'il s'agisse de immeubles destinés à la classe ouvrière ou d'immeubles destinés à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie, au fond, la cour devient un dispositif vraiment de seuil très important, de lien très important entre l'intérieur et l'extérieur, toujours très ordonnancé et pensé dans toutes ses dimensions. Mais son histoire se termine là, se termine à la fin des années 30, parce que au fond, au début, avec le début de la guerre et après les destructions de la guerre et les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années 50, l'après-guerre, ce sont des nouveaux types d'immeubles qui commencent à être pensés et beaucoup plus ouverts sur la ville. C'est la question de la cour passe en second ordre et très vite la cour, ouverte ou fermée, est assimilée à ces espaces du 19e siècle. Quand dans les années 60 ou 70 on parle de cour,
on parle toujours d'un espace banni. On ne fait pas référence à ces exemples et à ces études qui ont émergé au cours des années 20 et 30. Alors, mon épilogue. Mon épilogue, c'est que, au fond, quand je suis arrivée à Paris dans les années 1980, 90, il y avait une sorte de renaissance de la cour, une sorte de... Alors, il y a eu une exposition, Paris côté cour, qui a mis en avant ce lien très fort entre des architectures contemporaines, des architectures des années 1990, et celles des années 20 et 30, et des architectures plutôt appartenant à la culture italienne ou espagnole, des grands palais sur cour. Et au fond, les 30 glorieuses et cette forme urbaine qui se développe à partir des années 50 ne concerne que certaines îlots de Paris ou certaines parties de Paris. Au fond, Paris a continué à se construire dans la plupart de ces îlots sur elle-même. Et l'idée, dans les années 80, était celle de revenir avec une réglementation à ces espaces seuils, à ces espaces, à ces entre-deux très ordonnancés et accueillant des pratiques qui étaient le propre du Paris des années 20 et 30. Donc, dans cette image, on voit le passage du règlement des années 70 qui permet la densification de la cour, qui en fait permet une division excessive de la cour, à un nouveau règlement qui oblige à penser la cour comme un espace en soi, comme un espace qui est au cœur de l'habitat ou des activités, exactement comme dans les exemples vus au début du XXe siècle et au cours des années 20 et 30. Donc pour des grands secteurs de Paris en reconstruction comme toute la partie derrière la gare d'Austerlitz ou derrière la gare de Lyon, le parc de Bercy et d'autres parcelles, il s'est agi de retravailler cet espace comme une essence de la ville, comme un espace essentiel de la ville et de l'habitat. Et là, je vous montre, pour terminer, ces quelques exemples des immeubles des années 1990, début 2000, qui font écho aux immeubles de rapport et aux immeubles à bon marché des années 20 et 30, par la création de ces nouvelles ambiances dans la cour, nouvelles perspectives urbaines, nouveaux espaces de pratique. Catherine Furet, une architecte qui a beaucoup travaillé, une architecte contemporaine, là on est dans le 15e arrondissement, qui a beaucoup travaillé sur cette question de revenir à une tradition de ces espaces qui accueillent des pratiques, ces espaces à ciel ouvert qui accueillent des pratiques au cœur du lot. Même quand on est confronté à des parcelles en longueur, avec des murs mitoyens très imposants, il s'agit de construire des promenades à l'intérieur, même si les espaces sont très limités, mais des parcours avec des ambiances qui rappellent la qualité de ces intérieurs d'îlots du début du XXe siècle. Et l'un des exemples les plus parlants actuels, c'est celui de la rue des Mots. Organisé exactement comme à Vienne, les Höfe de Vienne, ces immeubles construits autour des grandes cours en cœur d'îlot. Les Höfe de Vienne étaient des monuments pour la classe ouvrière. Là, ce sont des logements en location construits autour de ce square des Bouleaux. Très séduisant, très intéressant
à la fois pour l'ambiance qu'il crée, mais aussi malgré tout pour les pratiques qu'il permet. Dans les cours parisiennes, on peut pas trop faire jouer les enfants, mais en fait, si l'ensemble des locataires ou copropriétaires s'entend bien, ce sont des espaces où, en effet, les enfants peuvent pratiquer ou jouer en fait ensemble, et c'est le cas dans certains des cours contemporaines. Je termine là avec juste un clin d'œil. Il y a ce que je vais vous montrer, c'est une recherche qui date il y a 25 ans. Ça a duré sur 10 ans. Après, j'ai plus du tout travaillé sur ces thèmes parce que j'ai travaillé sur les gares, sur plein d'autres choses, sur les grandes métropoles. Et le fait de travailler sur les grandes métropoles m'a amené à Shanghai, où en fait, avec des collègues avec lesquels j'avais mené des enquêtes sur les immeubles contemporains à Paris-Harcourt ou sur les immeubles des années 20 et 30 à Cour, on a en fait découvert que on peut faire des parallèles, malgré tout, entre cette perception et conception du seuil par la Cour dans l'habitat occidental, des parallèles avec ces perceptions aussi des limites et des seuils entre la ville et le logement en Chine. Alors, on travaille avec des Chinois. On n'est pas à imposer notre regard. On essaye de dialoguer. On essaye de mettre en miroir nos expériences. Et en fait, on s'aperçoit que ces espaces à ciel ouvert comptent beaucoup aussi pour les grandes métropoles chinoises. Et dans les grandes métropoles chinoises, malgré tout, malgré la densification et la présence de ces tours très imposantes, malgré tout, il y a la place pour une réflexion sur ces espaces entre deux, ces espaces seuils, ces espaces d'intimité, mais en même temps de collectivité exprimée. Et c'est passionnant d'essayer de comprendre nos villes et leurs villes à travers ce regard. Merci.